L'appropriation culturelle. Pour vous, je me suis penchée sur cette notion qui fait florès. J'ai même lu L'appropriation culturelle, histoire, domination et création, aux origines d'un pillage occidental, de Kemaïs Ben Lakhdar. Un douloureux moment de solitude. L'auteur est dans la droite ligne de Léonora Miano, qui a écrit L'opposé de la blancheur, ou de Rokhaya Diallo, qui a écrit Allez au hasard, Kif Taras, coécrit avec Grace Lee, édition First 2022. L'appropriation culturelle est une notion bullshit qui se nourrit de foutaises capillotractées, comme le fait remarquer Eve Vargerland dans la même logique que pas d'utérus, pas d'avis. Je vais me faire un plaisir de démolir cette notion qui, sous une litanie de jérémiades, cache un racisme pervers. Les petits contes de la grotte au chat. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Nous allons commencer par une notion beaucoup moins polémique, l'échange, c'est-à-dire donner à quelqu'un quelque chose en contrepartie d'autre chose. Et des preuves de l'existence d'échanges, on en a dès le néolithique. Par exemple, les uns sont intéressés par la production métallurgique des autres, car elle permet de confectionner des toiles de laine qui sont achetées par un troisième larron qui se pèle le popotin. On appelle cela le commerce. Déjà, à l'époque, les échanges pouvaient se faire sur de longues distances, depuis le fin fond de la Méditerranée jusqu'en Angleterre. Et devinez quoi? Ces échanges de marchandises ouvragées manufacturées ont tout de suite entraîné des échanges culturels. Les uns appréciant les motifs de telle culture, trouvant tel vêtement vachement pratique, tel tissage chaud ou léger selon le besoin, et j'en passe. Et ces échanges sont si intenses que l'on finit même par retrouver les motifs des uns dans l'artisanat des autres. Et oui, ils s'étaient appropriés culturellement un petit bout de la culture de l'autre. On va aller plus loin. Cette appropriation ne s'étendait pas qu'à l'art, mais aussi aux techniques, techniques agricoles, techniques métallurgiques, techniques tisserandes. Pourquoi acheter si on peut le faire nous-mêmes? Ces techniques, chacun les a améliorées, perfectionnées, avant qu'elles soient reprises par d'autres, puis de nouveau améliorées et perfectionnées. Ainsi, le verre inventé chez les Babyloniens et moulé passe chez les Romains qui commencent à le souffler, avant d'arriver à Yoruba au Niger, dont la fabrique de perles va passionner les Vénitiens, avant que les Européens trouvent la technique pour faire du verre plat et développent l'art du vitrail. Et il fait le tour du monde comme ça, jusqu'à devenir l'élément principal des lunettes que je porte. Ah, encore les Européens qui ont volé une technologie. Dans le sens inverse, on pourrait parler de la grande mosquée de Marseille. L'architecte avoue s'être appuyé sur un modèle d'architecture musulmane, Sainte Sophia Istanbul, mosquée qui est à l'origine une cathédrale. La boucle est bouclée. Car comme le dit Monique Balini, d'un point de vue anthropologique, une culture ne peut exister en vase clos, sinon elle cesse d'évoluer et meurt. Elle se construit par l'importation, l'emprunt et l'imitation d'éléments exogènes. Mais alors, que s'est-il passé pour qu'un truc vieux comme le monde devienne soudainement une offense? Le wokisme est passé par là. Et je vous arrête tout de suite. Le wokisme a une définition précise que je pique sans scrupule à Pierre Valentin. Le wokisme est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression, qui auraient pour but, ou en tout cas pour effet, d'inférioriser l'autre, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, sexuelles, religieux, ethniques, etc., par des moyens souvent invisibles. Le woke est celui qui est éveillé à cette réalité néfaste, qui se donne pour mission de conscientiser les autres. Difficile de faire plus clair. Merci. Et mesdames, je vous arrête tout de suite. L'appropriation culturelle ne concerne pas les femmes trans, c'est-à-dire les hommes qui s'approprient les traits culturels des femmes. Car, en fait, pour les trans, les femmes cisgenres sont un groupe dominant. D'ailleurs, les woke ne regardent les échanges culturels que sous l'œil de la relation dominant-dominé. Et c'est exactement ce qu'écrit Éric Fassin, professeur à l'université Paris 8, qui considère que l'appropriation culturelle, c'est lorsqu'un emprunt entre les cultures s'inscrit dans un contexte de domination. Il soutient que l'appropriation culturelle
ne peut se comprendre que si elle est reliée aux problématiques de la domination et du racisme systémique. Mais il n'est pas le seul. Pour Armand Tlutz, l'appropriation culturelle est un mécanisme de domination ancré. Il semble évident qu'une sorte de déplacement collectif du processus de colonisation, de dépossession, de génocide partiel et d'énocide culturel continue, s'est produit et se produit encore. Tout de suite les grands mots. Mais ce ne sont pas les pires. Pour Bell Hooks, l'utilisation de l'ethnicité, l'intérêt pour l'autre, est toujours un moyen vers une domination beaucoup plus systématique qu'elle en a l'air. Elle parle de cannibalisme culturel. Bell Hooks, c'est celle qui pense que les femmes blanches sont des ennemis pires que les hommes parce qu'elles ont peur, à raison, que les hommes blancs préfèrent les femmes noires plus belles et plus intelligentes. Oui, mais si on pousse sa logique jusqu'au bout, pas dit que les femmes noires préfèrent les hommes blancs. N'oublions pas que l'homme blanc est raciste, mauvais, par nature. Le délire est sans fin, puisque Min A, ta femme, pointe du doigt que le sac chinois à la mode en Occident est en fait un ouvrage d'origine indonésienne. Nous avons également Rokhaya Diallo qui, dans son livre « La France, tu l'aimes ou tu la fermes », raconte le cas d'une femme qui vient lui demander conseil sur le wax, comme on irait demander conseil à un imam. Or, nous explique-t-elle, c'est compliqué car wax, bien qu'intégré aux coutumes africaines, a en fait été importé par les marchands hollandais, des marchands coloniaux, d'Asie du Sud-Est vers l'Afrique. Mais n'imaginez pas que cela change quoi que ce soit à ces conclusions. En s'appropriant leur culture, on les invisibilise. Enfin, là ce sont les Africains qui se sont appropriés le tissu en provenance d'Asie du Sud-Est. Mais ça c'est ok. Les Africains, ils ont le droit. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle. Bien joué, là on peut pas savoir. Au-delà de leur incohérence permanente, sur quoi s'appuie leur démonstration? Avant de détailler les arguments avancés dans le livre, je vous présente l'auteur, Kemaïs Ben Lakhdar. C'est un jeune homme qui se rêvait grand couturier et qui finit prof d'université. Étant donné qu'en plus il a la chance d'être racisé, il va se donner pour mission de nous éveiller. Mais nous éveiller à quoi? Grâce au prisme de l'appropriation culturelle, il va nous ouvrir les yeux sur les dynamiques sociales et coloniales de nos sociétés occidentales que l'on refuse de voir. Et vous allez voir, ces arguments sont assez pauvres. Premier argument, l'argument d'autorité. Je ne suis ni journaliste, ni éditorialiste, ni polémiste. Je suis avant tout un universitaire qui s'intéresse à l'histoire de la mode. Jusqu'ici tout va bien. Et qui utilise la pensée décoloniale pour analyser l'histoire. Peu cher. Il est tellement persuadé d'être dans le camp du bien qu'il ne se rend même pas compte que le mouvement postcolonial est un mouvement idéologique dénoncé par de nombreux historiens, comme par exemple Jean-Frédéric Schopp. Il est tellement doctriné qu'il ne voit aucun problème à dénoncer des articles de journaux portant le titre de « L'appropriation culturelle et le nouveau blasphème », mais ne verra pas d'inconvénient à encenser un article de Libération. Libération, journal connu pour sa neutralité, qui lui titre « Tous coupables d'appropriation culturelle ». En même temps, c'est un homme qui arrive à verser, dans ce livre, une larme sur George Floyd, alors que c'est complètement hors sujet. Je m'attends au pire. L'autre argument d'autorité, c'est qu'il est racisé. Non pas que sa couleur de peau le rende plus intelligent, mais plus sensible. Enfin, pour moi, son hypersensibilité relève de la psychiatrie, mais passons. Deuxième argument, la Renaissance. Là, il reprend une étude de Kenneth Coutts-Smith qui prétend montrer comment, à la Renaissance, les princes italiens, notamment les Médicis, se sont appropriés l'histoire avec un H majuscule, en mettant en place une filiation mythique entre eux et la glorieuse culture romaine. Et il explique la pertinence de l'argument parce que c'est à cette période que les princes se passionnent pour les philosophes et les objets exotiques. Pour lui, c'est là qu'apparaissent les premiers signes d'appropriation culturelle. Passionnant. Sauf que ces filiations fantasmatiques existent déjà au 7e siècle, où l'on pense que la France, de l'époque, a été fondée par Francion, un héros de Troie, au XIIe siècle. Les seigneurs inventent une filiation avec les Vikings. À la Renaissance, sur ce point, rien de nouveau sous le soleil. Et surtout, cela va complètement en contradiction avec un autre argument. Troisième argument, l'appropriation culturelle naît au XIXe siècle avec la colonisation et le capitalisme.
Mais la colonisation n'est pas née au 19e siècle. Alors, il le reconnaît, mais pour lui le 19e siècle, avide de progrès, est le berceau d'une forme artistique de la mode. Mais des modes vestimentaires et des changements dans les goûts, on en connaît de tout temps. Oui, mais le système de mode contemporaine va se mettre en place à ce moment-là. Lui n'en parle pas, mais personnellement j'ai pensé au bonheur des dames et à la création des grands magasins. Mais ça, c'est du commerce. Exact. Quatrième argument, le capitalisme sous-jacent. Norman Ajari remarque que l'accompagnement de la culture se fait au profit des classes régnantes. Et pour lui, la dimension capitaliste de cet échange provoque une objection de l'autre. Il n'est plus une culture, il devient un objet consommable et plaisant. Pour lui, la clarification de la notion d'appropriation culturelle est une façon de lutter contre le colonialisme du système capitaliste, de la mode et son incapacité à faire son examen de conscience. La polémique va jusqu'aux techniques de couture. Nous avons importé celle de la couture à plat, que j'avoue ont utilisé pour confectionner certains vêtements. Et alors? Cinquième argument, le colonialisme. Comment aurions-nous pu y réchapper? Donc, comme vous le savez, à cette époque, les échanges s'intensifient. Apparaissent des éléments comme le pyjama et autres qui font partie de notre quotidien. Rien de notre culture est 100% local. Des millénaires d'échanges, ça laisse des traces. Or pour lui, il faut absolument articuler colonisation, impérialisme et haute couture pour montrer à quel point ce sont trois composants d'un même système de domination. Et là, il va nous sortir une flopée d'articles qui en fait datent tous de 1906 et sont écrits à propos du fameux couturier Poiret. Lui, il lui reproche entre autres que ses créations n'indiquent pas leur source d'inspiration. Et alors, on pousse la bêtise jusqu'au bout. La matière première venant des colonies, blablabla. Et étant donné que l'inspiration venait d'ailleurs, blablabla, elle avait le pouvoir de renouveler la mode occidentale, blablabla. Donc, ok, l'argumentation de ton type, c'est qu'au 19e siècle, nous étions un empire colonial et nos grands hommes étaient racistes, et donc... Rien. Comme nous fûmes, nous sommes, nous serons toujours. Le seul argument qui pourrait tenir un peu, c'est que nous n'indiquons pas nos sources d'inspiration, mais il s'effondre vite. En effet, il écrit page 59-60, chose très intéressante, les Japonais eux-mêmes, voyant le succès incroyable de leur culture vestimentaire en Europe, se sont très vite mis à confectionner et exporter des kimonos dédiés au marché occidental. Car n'oublions pas, le problème est également le capitalisme. Nous pourrions croire qu'en rétribuant les artisans, en leur rendant la paternité artistique, les choses se révolveraient, mais non. Mais alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Sixième argument, la mauvaise foi occidentale. C'est ce que je vous évoquais à la fin du point 4. Ils attendent de nous un examen de conscience. Pour lui, l'autre et ses pratiques vestimentaires sont au cœur de notre quotidien. Et nous sommes tous coupables d'appropriation culturelle. Et toi le premier, Trublion, en portant encore des cravates, accessoires d'origine croate, importés au XIIe siècle. Avec ce type de réflexion, on va bientôt se retrouver à poil. Reprenons leur délire. Pour eux, il n'y a pas d'hommage, pas de curiosité, pas d'échange, pas d'échappatoire possible. En fait, tout argument que l'on pourrait avancer ne serait qu'un moyen pour les membres de la culture dominante de ne surtout pas interroger leurs privilèges et la souffrance de l'autre. Oui, car pour l'auteur, notre obsession pour l'exotisme est la preuve de notre racisme systémique. L'argument esthétique n'aurait aucune valeur, car, je cite, « Il masque que l'idée du beau est située dans un spectre social. Le beau et par extension sa consommation est une construction qui obéit évidemment à la logique de distinction et d'appartenance à certains groupes. Il s'agace de l'argument de la beauté qui ne serait qu'une manière de nous dissimuler pour ne pas avoir à réfléchir. » Pour lui, la meilleure preuve est qu'un habillement est jugé comme traditionnel lorsqu'il est porté par les membres de sa culture originelle. Parce que, pour lui, cela sous-entend archaïque, simple, culturel, pas suffisamment décent pour la mode et la clientèle occidentale. Malheureusement, ces arguments ne tiennent pas. L'argument d'autorité, comme quoi ils sont historiens, n'a pas lieu d'être. Celui de la Renaissance est un attrape-nigo.
et une erreur historique de base à se demander s'ils sont vraiment historiens. Celui concernant le 19e siècle, selon leur propre aveu, n'est pas plus pertinent. Le capitalisme est hors sujet, le passé colonial est essentialiste, c'est du racisme anti-blanc décomplexé. Quant à celui concernant la mauvaise foi, il révèle surtout la leur. À aucun moment, il ne compare à d'autres pays, les autres aires d'influence. En Chine, le mot apprendre et copier est le même, car copier, c'est apprendre. Oui, les Chinois ont poussé l'appropriation culturelle comme principe d'évolution. On peut démonter de même la question du beau. Si ce qui est jugé beau est en partie culturel, il n'est pas que culturel. Symétrie, proportion, répétition se retrouvent dans de nombreuses cultures parce que l'être humain est naturellement attiré par cela. Quant aux costumes traditionnels, leur lecture est complètement orientée. Voilà des exemples de costumes traditionnels français. Et je vous assure que la question de la domination du français d'aujourd'hui sur celui d'hier ne vous mènera que dans des méandres sans fin. De plus, l'exotisme n'est pas forcément une question de domination. Personne ne s'extasie sur la grande muraille de Chine parce qu'il se sent tellement plus impressionnant que l'ouvrage. Personne ne regarde les minarets de Riva parce qu'il pense qu'il en a une plus grosse. Nul ne s'extasie devant les pyramides incas ou égyptiennes parce qu'il pense être plus proche du soleil. Non. Notre admiration vient justement du fait que tous ces monuments sont impressionnants, justement parce qu'ils nous dominent, parce qu'on ne les comprend pas pleinement, parce qu'on les trouve beaux, parce qu'ils nous fascinent, parce qu'ils éveillent notre curiosité. Par ailleurs, de nombreuses cultures aiment les objets exotiques. Et je peux vous assurer que pour un Africain, je suis tout ce qu'il y a de plus exotique, blanche, les cheveux clairs. Et je vous assure que ces hommes, lorsqu'ils fantasment sur des gens comme moi, s'imaginent en position de domination. Ça va crier au scandale. J'attends de voir l'abruti qui va m'expliquer que l'homme africain est un homme soumis. J'attends avec impatience ces arguments. Parce que, cher public, comprenez-moi bien, chacun ses fantasmes. Et ils ont bien le droit tant que cela reste du domaine du fantasme ou de l'échange culturel consenti. Mais va peut-être falloir arrêter de nous prendre pour des cons. Car c'est ce que fait Kemaïs Ben Lakhdar, nous prendre pour des cons. Lorsqu'il écrit, je commence toujours par rappeler que ma classe est un espace dans lequel tout peut être exprimé, avant d'ajouter entre parenthèses, dans la limite du respect. C'est culotté. Lorsque tout au long de son livre, ce même homme n'apporte aucune considération, ne reconnaît aucune valeur à la société occidentale qui l'accable de tous les maux. Cette même société qui lui a permis d'enseigner à l'université. Et il a une belle gueule de conclure. Être sensible à la sensibilité de l'autre est une des nombreuses portes d'entrée pour réfléchir à cette question. Faire preuve d'empathie, c'est dans un certain sens mettre de côté sa position de domination pour se projeter dans ce qui n'est pas soi. C'est en adoptant une posture d'humilité vis-à-vis de son ressenti que l'on fera avancer le débat. Alors je l'invite à faire pareil, je l'invite à descendre de son estrade de professeur d'université et de se mettre dans la peau du lecteur qu'il vient de qualifier pendant une centaine de pages de raciste, colonialiste, tortionnaire, et qu'en plus, le Gugus se permet vers la fin de sa diatribe, la bouche en cœur, de chouiner qu'il faut le comprendre, car il a mal, dans une posture passive-agressive tellement outrancière qu'elle en devient risible. À votre avis, notre donneur de leçons réagira comment? En tout cas, cela n'invite pas à ouvrir le débat. Et je plains ces élèves à qui il tient ce discours et qui ne peuvent réagir au risque de mettre en péril l'obtention de leur diplôme. Je plains ces élèves à qui on bourre le crâne à coups d'injonctions à la pénitence. Je vais le dire en langue française. C'est pas une bonne idée d'effacer la croix des invalides. C'est pas une bonne idée d'effacer notre histoire et notre identité pour envoyer un message aux autres. Mais aucun musulman, aucun juif aurait effacé son histoire. Parce que le respect, si nous ne le respectons pas nous-mêmes, les autres jamais respecteront les Européens. C'est pas laïcité, c'est stupidité. La laïcité, c'est autre chose.
Moi, je crois en la laïcité. La laïcité, ce n'est pas effacer l'histoire, ce n'est pas effacer l'identité. Personne n'est obligé à dire « je suis chrétien ». Nous sommes chrétiens. Parce que notre parti est un parti chrétien-démocrate, démocrate-chrétien. On ne peut pas renoncer à notre identité. Voilà pourquoi je suis vraiment déçu pour cette image. J'espère qu'ils vont changer les choses en France. Parce que, comme je l'ai dit, on ne peut pas changer l'histoire. La croix est là, on ne peut pas l'effacer dans une photo. Ce n'est pas la photo qui change l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe. Et d'ailleurs, pourquoi le font-ils? Quels sont leurs objectifs réels? Les objectifs réels. Leur objectif, Madame Leonora Miano, dans L'opposé de la blancheur, réflexion sur le problème blanc, les aborde. Certes, c'est un livre confus, il n'y a pas de lien entre l'exposé du problème, le déroulement de la pensée et la conclusion. Elle y mélange une obsession pour l'Amérique et une haine de soi. Ce qui semble le plus la gêner, c'est qu'elle passe pour une occidentale au Sénégal. Enfin, elle prêche la haine et refuse de porter toute part de responsabilité. Elle n'appartiendrait pas à ce mouvement woke, pas dit qu'une édition accepte de publier un livre aussi déstructuré et raciste. Mais dans son délire, au détour d'un saute-mouton passant de la colonisation à l'appropriation culturelle, elle a la gentillesse de nous exposer ses interrogations sur les Français qui, dit-on, sont en proie à l'insécurité identitaire et qui pourtant continuent à s'intéresser à la culture des autres. Au fil de ses atermoiements, elle regrette que l'Europe de l'Ouest continue à faire silence sur la manière dont ses identités furent altérées au contact de l'Afrique. Elle refuse encore de connaître et de revendiquer sa filiation subsaharienne, d'exposer ce qui s'est logé en elle au contact avec d'autres, mais constate que, à travers les pratiques sociales et artistiques qu'il crée dans les marges où leur pays loge, il dévoile de plus en plus l'empreinte de l'Afrique sur l'Occident, sur l'Europe de l'Ouest en particulier. Accepter cette marque indélébile, s'en réjouir même, puisqu'elle témoigne d'une imprégnation par l'autre, est le premier acte du désamorçage de la fiction raciale. C'est ce qui pourrait arriver de mieux à la blanchité, avant de se perdre complètement, parce qu'elle nous reproche de ne pas avoir fait entrer dans notre vocabulaire des mots subsahariens, puis d'en faire entrer des mots noirs africains, mais de les avoir francisés, puis d'avoir refusé de s'approprier culturellement le Venezuela. Mais pour faire simple, c'est en fait un pamphlet pour l'appropriation culturelle par l'assimilation. L'assimilation des Blancs aux Noirs. Il ne reste plus qu'à définir ce qu'est la culture noire. Mais d'une part, vu la diversité culturelle du continent, cela va être compliqué. D'autre part, vu ses obsessions, je pense que sa référence est la culture noire américaine, donc une culture occidentale. Rions. Conclusion. Comme le dirait Samuel Fitoussi, lorsque se multiplient les contenus difficiles à regarder pour quiconque ne partage pas les inclinaisons idéologiques des auteurs ou n'appartient pas à la niche identitaire visée, la culture ne peut plus jouer son rôle fédérateur, ne peut plus occuper sa fonction de ciment civilisationnel. Les attitudes passives et agressives dont les woke sont les spécialistes, qui consistent à se mettre en permanence en position de victime, révèlent de la maladie psychiatrique. Leur sensibilité ne dit rien de notre société et tout de leurs troubles. Quand bien même vous vous repentiriez afin de vous débarrasser à peu de frais du sujet, qu'il reviendrait à la charge avec un autre. Or, comme le dit Nathalie Eynick, une production culturelle au sens large d'une pratique coutumière ne peut être la propriété de qui que ce soit. Elle est simplement le fait d'un ensemble de personnes, passées ou présentes. Alors concrètement, je leur propose d'aller consulter en unité psychiatrique et de laisser entre eux les personnes qui de leur côté sont curieuses des autres, ayant envie d'apprendre au contact des autres, de partager et de découvrir.